monsieur, bonjour, merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie, dans votre espace Souriez, vous êtes sur Canal. J'espère que vous allez bien, surtout avec ce froid. Bon, c'est vrai qu'on en a besoin de ce froid. Après, il y a ceux qui aiment le froid, il y a ceux qui préfèrent l'été, comme moi, par exemple, qui ne se retrouvent pas très bien dans le froid. Mais c'est vrai qu'on a eu droit à de belles images, notamment du côté de Sétif, par exemple, où il a neigé. Et les gens se sont vraiment amusés hier soir avec de la neige, leurs enfants. Et c'est ça, on est en plein hiver. Donc, bonne chance à tous ceux qui ont froid. Réchauffez-vous surtout et profitez aussi de la neige tant que vous avez à côté de chez vous. Ici à Alger, il ne neige pas encore et ça m'étonnerait qu'il neige. Mais bon, on suivra ça de très près. Alors, aujourd'hui, nous sommes le lundi. Et le lundi, vous le savez, on a le droit à la chronique Votre Santé avec Hassan Chemech. Aujourd'hui, il parlera d'une maladie ô combien importante. Et quand on parle par exemple de cette maladie, on dit qu'on n'a pas encore trouvé de solution miracle. Est-ce que cela a changé? On va voir cela avec Hassan Chemech dans quelques instants, qui nous parlera donc de cette maladie en question, à savoir le Parkinson. On parlera également du sommeil, mais via l'œil du psy qui est avec nous, Ledmiya Mbarak, qui est bien installé avec Hassan Chemech. Aujourd'hui, il sera question donc de notre sommeil et du rôle de son rôle dans le comportement mental. Et puis dans notre vie, quand on manque de sommeil, généralement on fait des dégâts et on fait des choses qui ne sont pas très bonnes pour nous ni pour les autres. En tout cas, Ledmiya en parlera d'un point de vue psychologique dans sa chronique L'œil du psy. Et puis en deuxième partie d'émission, on vous proposera la chronique Nostalgie pour rester toujours avec l'ambiance de Yinnaïr. Je ne vous en dis pas plus, on a choisi pour vous un artiste, oh là là, lui il a marqué vraiment la musique algérienne et il coïncide justement, il fait partie de nombreux artistes. On aurait pu en choisir d'autres, mais on a opté pour celui-là aujourd'hui, donc pour la chronique Nostalgie. Et justement, juste après, on recevra un artiste, un autre artiste. Alors lui, il est musicien, il est guitariste. Moi, j'adore cet artiste. Pourquoi ? Il chante pas, ça lui arrive de temps en temps de chanter, mais je l'ai invité beaucoup plus pour le son que dégage sa guitare et son doigté. Vous allez le voir, il est juste excellent. Il s'agit de Mohamed Idir qui sera avec nous en deuxième partie d'émission. Voilà, je pense que le programme est donné. Il est assez léger, assez sympa et surtout assez instructif puisque nous allons en apprendre des choses tout de suite avec nos invités. Avant cela, j'aimerais juste dire que c'est Amal Ben Batouche qui est aux commandes aujourd'hui en attendant le retour de Soraya Hamoudi qui devrait être là dès dimanche prochain. Voilà, on la salue si jamais elle nous regarde. Au script, Anna Iliassi Hammahafa. Et nous, on commence tout de suite avec nos chroniqueurs. Bonjour Hassan, bonjour Ledmiya. Bonjour Lilia. Bonjour Ledmiya, elle insiste sur Ledmiya. Oui. Ça va? Ça va, merci. Alhamdoulilah. C'est de quelle origine Ledmiya? Boussaada. Boussaada, oui, vous nous l'aviez déjà dit. Oui, je vous avais dit le Ledmi, c'est le petit de la gazelle. C'est vrai. Donc, ça vient de là. Ledmiya. C'est vrai que c'est très joli et original, parce qu'en général, on entend Ludmiya. Oui. Hein, oui. Là, c'est origine, je crois, du plutôt côté de Kabyle. Oui, ou même Ludmila, les pays de l'Est. Très bien. Confond, ouais. Non, vous êtes 100% algérienne. D'accord. Hassan, ça va? Bonjour Lilia, ça va, merci. Alhamdoulilah. Alors Hassan Chemech, toujours là, à nous parler de santé, de votre santé. Eh bien oui, puisque vous êtes concerné. Et quand on parle de Parkinson, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette maladie? Alors, avant de parler du Parkinson, en fait, j'aimerais revenir un petit peu sur l'espérance de vie dans notre pays. Il faut le dire, et on le dira avec beaucoup de fierté. L'Algérie qui a connu, en fait, une hausse remarquable de l'espérance de vie grâce aux efforts des pouvoirs publics pour améliorer le bien-être de la population. Les derniers chiffres de l'ONS, l'Office national des statistiques, font ressortir en fait une nette amélioration de plusieurs indicateurs liés au cadre de vie, notamment de l'espérance d'âge qui a atteint 79,6 ans au cours des 4 dernières années. Vous voyez? Donc plus on avance dans l'âge, plus on développe, on rencontre des maladies liées à l'âge. Oui. Parmi ces maladies, on parle aujourd'hui du Parkinson. C'est quoi le Parkinson? Le Parkinson, c'est la destruction en fait, de certains neurones dans une région du cerveau indispensable au contrôle de nos mouvements. C'est ce qui fait que lorsqu'on a le Parkinson, on n'arrive pas à, en fait, on ne se contrôle pas. D'ailleurs, parmi en fait, les principales... les tremblements. Les principaux symptômes, on retrouve les tremblements. La personne qui est atteinte, elle est là, elle ne peut pas se tenir, en fait, elle ne peut pas tenir par exemple un verre. Pas. Vous voyez, c'est une maladie en fait qui se développe lentement et progressivement. Elle est silencieuse au début. En fait, les symptômes, on les voit que lorsque 50 à 70% des neurones sont détruits. Ouais.
Alors, il y a aujourd'hui, il faut le savoir, il y a 3. Non, attendez, avant de parler de il y a 3 et avant d'écouter vos intervenants, j'aimerais vous poser une question parce que ça, c'est un médecin qui me l'avait dit, et corrigez-moi si je me trompe. Alors, on dit que le Parkinson, lorsque l'on est atteint de Parkinson en étant plus jeune, c'est-à-dire 40 ans, 50 ans, il se développe plus vite que si une personne âgée à partir de 70 ans, 80, ça se développe plus lentement. C'est-à-dire, on a peur que le Parkinson, ce sont des personnes plus jeunes qui soient atteintes de Parkinson. Justement, moi j'allais parler des 3 formes de cette maladie. Ouais. Il y a la forme juvénile, c'est moins de 20 ans, elle touche les personnes moins de 20 ans, les jeunes. Ça, c'est des cas rares par rapport à d'autres. Oui, mais on va en parler en fait, puisqu'on parle du Parkinson. Oui. C'est rare, mais quand même il y a des personnes touchées. Quand une personne est touchée, c'est de trop. Oui. En fait, pourquoi? C'est lié à la génétique. C'est en fait, il y a certaines gènes qui seraient impliqués en fait dans la survenue de cette maladie. Il y a ce qu'on appelle les formes précoces. Ça touche les personnes moins de 50 ans. Oui, c'est ça. C'est quoi? En fait, c'est multifactoriel. En fait, aujourd'hui, en fait, on suspecte la consanguinité pour les cas précoces. Il y a d'autres facteurs liés à l'environnement, comme les personnes qui travaillent beaucoup la terre. À force de manipuler avec les pesticides, les herbicides. Oui, vous voyez? d'accord. Donc ça c'est prouvé, ça a un impact sur notre cerveau, ça détruit les neurones. D'accord. C'est ce qui fait qu'on est atteint précocement. Et il y a des formes, en fait, c'est les formes les plus fréquentes, c'est après 60 ans, c'est lié à l'âge. Donc après 60 ans. Après 60 ans, on commence à développer cette maladie, le Parkinson. D'accord. Et donc, finalement, aujourd'hui, vous allez axer sur quelle catégorie exactement? En fait, on parle du Parkinson de manière générale. On a défini ce que c'est que le Parkinson. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais parler en fait du traitement. Le traitement. Alors, lorsqu'on est atteint de cette maladie, il y a, en fait, c'est pris en charge par la neurologie. Il y a des traitements aujourd'hui. Il y a plusieurs traitements. Et lorsqu'on donne pendant 4, 5 à 6 ans de traitement, lorsque ça ne répond pas, et on passe à la neurochirurgie. Ouais. C'est nouveau et ça donne des résultats spectaculaires. Alors c'est quoi? C'est en fait, on va stimuler le cerveau. C'est une nouvelle technique. Et on a eu la chance, en fait, moi personnellement, j'ai eu la chance de visiter le service de Blida, le service neurochirurgie géré par le professeur Souhil Kleba. Alors il a opéré 10 malades et croyez-moi, j'ai vu des résultats spectaculaires. D'ailleurs, nous avons enregistré avec l'un des patients. Ça, on verra tout à l'heure. On le verra tout à l'heure. Mais avant ça, je vous propose de regarder en fait une vidéo enregistrée avec un neurologue. C'est le professeur Ben Mahjoub, un éminent neurologue. Il travaille au niveau du CHU de Blida. Il nous définit, il revient un petit peu sur le Parkinson. Qu'est-ce que le Parkinson? Défini par un professionnel, et donc voilà. Par le professeur. On écoute et on regarde. La maladie de Parkinson, c'est une affection neurodégénérative par atteinte des noyaux gris centraux, plus exactement le locus de Niger. On a des cellules au niveau du locus Niger qui dégénèrent et à la longue, on va avoir les symptômes. Ces cellules dégénèrent suite à des facteurs environnementaux et une prédisposition génétique. La prédisposition génétique, comme dans le Maghreb et aussi l'Algérie, on a le gène le plus fréquent, la mutation la plus fréquente, c'est la mutation G2019S dans le gène LRK2. Ça, c'est la prédisposition génétique, c'est-à-dire le malade, il est prédisposé à faire cette maladie. Ce n'est pas la génétique uniquement seulement, mais aussi il y a des facteurs environnementaux. Par exemple, le fellah, lorsqu'il exerce dans son champ, il manipule certains produits qui sont toxiques pour le cerveau, tels que les pesticides, les insecticides, les herbicides, et probablement il y a d'autres facteurs qu'on ne connaît pas pour le moment.
Voilà, donc il y a d'autres facteurs qu'on ne connaît pas pour le moment. C'est ce que disait à l'instant le professeur Kleba, c'est ça? Oui, en fait, il faut insister. En fait, selon les experts en fait, du CHU de Blida, c'est un service, il faut le dire, qui reçoit énormément de malades. Alors, plus de 30% des malades qu'ils reçoivent, en fait, leur maladie est liée à la consanguinité. Donc c'est mariage consanguin. Voilà, ça. c'est Vous ça. parlez des mariages consanguins. Voilà. Sinon, pour répondre à votre question tout à l'heure, en fait, c'est la forme liée à l'âge qui se développe rapidement. Oui. Ce qui se développe. Sinon, quand c'est précoce, c'est lent. C'est lent. C'est pour le développement de la maladie. D'accord. Vous voyez. Donc, pour revenir un petit peu au... Non, je suis obligée de vous interrompre. Oui. Expliquez-moi encore ça, parce qu'on n'a pas les mêmes explications. Moi, je vous ai dit, j'avais rencontré un neurologue qui me disait, plus on a le Parkinson tard, mieux c'est pour le patient. Et plus on l'a tôt, et c'est pas bon, parce que ça se développe... Mais bien sûr, moi je suis d'accord avec cette personne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a cette maladie, quand on est jeune, on est en pleine activité, c'est pas une bonne chose. Oui. C'est pas du tout ça. Ça affecte un petit peu notre mode de vie. Mais après 60 ans, 65 ans, bien sûr, c'est. Mais pour le développement, selon les experts, et en fait, les complications, c'est lorsqu'on dépasse les 60 ans. D'accord. C'est lorsqu'on avance dans l'âge. Voilà. Très bien. Pour revenir au traitement, alors le traitement, je disais qu'aujourd'hui, c'est un espoir en fait pour les malades. Il y a un nombre important, on enregistre de plus en plus de personnes atteintes de cette maladie. Donc pour dire qu'aujourd'hui la chirurgie est la solution aujourd'hui, mais ça coûte excessivement cher. Vous allez voir tout à l'heure, il y a des personnes qui partent à l'étranger et en France par exemple, on propose la chirurgie à plus de 50 000 €. Vous imaginez? Et ici, c'est pris en charge par l'État. Oui. Au niveau des structures de santé. Alors, le service aujourd'hui qui opère le plus de malades, c'est le service de neurochirurgie du CHU de Blida avec le professeur Souheil Kleba. Je vous propose de regarder en fait son intervention. Très bien. Minime. Quand une équipe est bien entraînée, les risques sont minimes. Et les risques, c'est les hémorragies cérébrales, surtout l'hémorragie cérébrale. Il y a d'autres risques en rapport avec d'autres maladies psychiatriques contre la planification. Alors, si je dois revenir sur la technicité, c'est une opération qui se déroule en 3 étapes. La première étape, on prend le patient, on lui fait une IRM avec un protocole particulier et on lui fait un scanner avec un cadre de stéréotaxie pour faire le repérage en 3 dimensions, donc en 3D, les X, les Y et les Z. Après avoir fait le scanner avec ce casque, on l'appelle le casque de stéréotaxie, on se réunit avec le neurologue et les psychiatres aussi. Les psychiatres participent parce que c'est multidisciplinaire finalement. C'est pluridisciplinaire. Oui. Et puis là, on fait la planification dans les logiciels pour tracer la trajectoire et la cible de target qu'on doit toucher exactement par cette stimulation. Et ça doit être consensuel. Parce qu'il y a plusieurs noyaux, mais on doit le choisir de manière en fonction de l'état de chaque patient. Ça dure 30-45 minutes. Après la planification, la 3e étape, on fait rentrer le main de bloc et c'est là on commence à stimuler. On endort juste un peu le patient, après on le réveille, on met les stimulateurs et on participe avec le patient, le neurologue présent, le psychologue présent, le réanimateur qui a un rôle très important et parfois le psychiatre. Et à la fin, bien sûr, on place la batterie en sous-claviculaire et le patient il sort du bloc éveillé puisqu'il n'a pas été intubé. C'est l'avantage, le malade n'est pas intubé. Et après une dizaine de jours, on commence la stimulation et on voit comment le malade il change son comportement, sa démarche, le tremblement disparaît. Oui, il disparaît. Il disparaît quand on est exactement dans le noyau qu'il faut cibler, qu'il faut stimuler. Le tremblement, c'est instantané. En père opératoire, il disparaît. Voilà, donc des explications. Là, c'est le professeur Kleba. Tout à l'heure, c'était le professeur Ben Mahjoub. C'est le chef de service, professeur Souheil Kleba. Très bien, là, c'est le chirurgien qui parle. Le chirurgien, oui. Et donc, il dit que si c'est pris en avance, on a plus de chances de guérir. En fait, c'est pareil pour toutes les maladies. C'est la prévention, c'est le diagnostic. Plus la maladie est diagnostiquée précocement, plus le suivi est là, plus on a des chances de survie et de guérison. Enfin, pas de guérison, mais
une amélioration, voilà. Très bien. Moi, j'aurais aimé avoir l'un des professeurs. J'aurais beaucoup de questions à lui poser. Vous nous ramènerez des invités hein, quand vous voulez aussi, Hassan. Oui, vous avez le droit de ramener. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Chaque... Non, vous avez aussi le droit de les ramener sur le plateau. Parfait, hein. Vous inquiétez pas, de temps en temps. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que ce sont toutes les personnes qui peuvent se faire opérer? Parce qu'il y a l'âge aussi qui entre en jeu. Donc, je pense que ce sont peut-être là des personnes. On vise beaucoup plus celles qui ont 50 ans, 60 ans, mais au-delà, 70 ans, est-ce qu'elles se font aussi opérer? Malheureusement, on ne peut pas opérer tous les malades. Ouais. Et il y a en fait, c'est le neurologue qui décide, qui sélectionne en fait, qui sélectionne. En fait, il y a un suivi, il faut le dire. Il y a un suivi, on donne des traitements et lorsque le traitement ne répond pas, et puis donc là, le chirurgien, le neurologue, il passe le malade, il l'oriente vers la chirurgie. Vous m'avez parlé de l'âge. Bien sûr, on essaye de... En fait, je peux vous dire que un malade de 50 ans atteint de Parkinson, je crois qu'ils sont prioritaires en fait. L'âge, 50 ans, 60 ans, ils ont plus plus de chance en fait. L'espérance de vie. Quand on a 50 ans, on a une espérance de vie de 79 ans. Vous voyez, donc avec la chirurgie, on récupère toutes ces années. Oui, mais même les personnes âgées aussi méritent d'être opérées. Non, non, mais on opère même les personnes âgées. Je pense qu'on n'opère pas les personnes. C'est pour ça que je vous ai dit, j'aurais aimé poser la question au professeur en question. Mais je pense que les personnes âgées, c'est par rapport à peut-être du fait qu'elles aient d'autres maladies, peut-être qu'on ne peut pas les opérer parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se faire opérer. On ne peut pas dire qu'on n'opère pas les personnes âgées. C'est ce qu'il vient d'expliquer et c'est ce que je voulais en fait vous dire. Quand on est taré, on a plusieurs maladies chroniques, bien sûr ça peut être... c'est le spécialiste qui jugera de ça. C'est le spécialiste qui jugera, en fait, voilà. C'est le neurologue qui décide. Lorsqu'on a plusieurs maladies chroniques, il y a, en fait... S'il y a un risque, on n'opère pas. Quand il y a le risque, on n'opère pas, voilà. Très bien. Ludmilla, vous vouliez intervenir? Oui, parce que, comme vous disiez, les personnes qui ne peuvent pas être opérées, comment on fait avec elles? C'est-à-dire qu'à un moment, le désespoir va s'installer, et oui. Elles vont tous venir vous voir. C'est ça, c'est là où il y a l'aspect psychologique qui rentre un petit peu en jeu, parce que c'est bien de voir quelle marge de manœuvre elles ont et sur quoi elles peuvent agir. C'est pour ça que c'est bien de voir quels sont les facteurs protecteurs pour essayer d'agir dessus. Parce que, par exemple, je sais qu'une discipline comme le tai chi, qui est enseignée ici en Algérie à la maison de jeunesse, pas très loin d'ici, juste pas loin. Je salue Sidi Ali d'ailleurs qui est professeur et qui fait ça. Vous pouvez dire où ça, au golf, à côté Ici, là, pas loin. Ah, d'accord, boulevard des Martyrs. Boulevard des Martyrs, très bien. À la maison de la jeunesse. Très bien, de boulevard des Martyrs. Boulevard des Martyrs. D'accord. Et donc, le tai chi, par exemple, aide énormément pour les personnes qui sont atteintes de Parkinson. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur l'équilibre, sur la coordination, sur la lenteur, et ça aide beaucoup. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place pour ces Ça, je ne savais pas. Même les personnes âgées? Oui, tout à fait. Surtout pour les personnes âgées. Et vous faites bien de le dire parce que j'avais encore une fois, vous allez me dire, vous, Lilia, vous parlez trop de Parkinson parce que je suis en plein dedans. Oui. Donc c'est pour ça que j'en parle. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Mais j'avais parlé aussi avec un médecin qui me disait, je parlais de kiné, parce qu'il y a beaucoup de Parkinsoniens apparemment qui font de la kiné, mais selon le professeur avec lequel j'ai discuté, il m'a dit on n'a pas encore de spécialiste kinésithérapeute, spécialiste du Parkinson. Parce que pour faire de la kiné pour un Parkinsonien, il faut vraiment être un spécialiste. C'est une spécialité en kiné. C'est-à-dire on ne peut pas lui faire n'importe quel mouvement, c'est des mouvements qui sont bien étudiés et ce serait bien aussi que vous nous fassiez un sujet sur ça par exemple. Prochainement parce que c'est vrai qu'il y a très peu de kinés dans notre pays. Alors des professionnels de Parkinson, je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. Pour revenir un petit peu à ce qu'elle vient de dire, les facteurs sont en fait, c'est multifactoriel. Je disais, il y a la génétique et il y a des facteurs liés à l'environnement. Il y a d'autres facteurs qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Oui, on ne peut pas en fait opérer tout le monde. Premièrement, comme disait le professeur, en fait, c'est le neurologue qui sélectionne. Lorsqu'il y a un risque, on n'opère pas. Mais quand on n'opère pas, en fait, c'est pas la fin du monde. Il y a ce qu'on appelle, il y a le suivi. Vous
parler, en fait, quand il y a un bon suivi, ça améliore un petit peu un bon traitement. Un bon traitement. Le traitement est là. Et puis, la médecine évolue. Il peut y avoir d'un moment à l'autre, il peut y avoir des traitements, de nouvelles découvertes, des médicaments spectaculaires. Ouais. Comme la chirurgie aujourd'hui, c'est une solution. Avant, vous imaginez, avant, il n'y avait pas cette chirurgie. Aujourd'hui, c'est une solution, oui, mais pas pour tout le monde aussi. Mais quand même, quand on opère c'est quand même une avancée. C'est quand même une avancée. Vous imaginez, très bien. On stimule le cerveau. Le tai chi, ça peut être aussi l'une des solutions, oui, apparemment. Ça, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Oui, il y a aussi l'accompagnement psychologique, il y a les séances de kiné, il y a plein de choses qui peuvent aider à disons, alléger un petit peu voilà, la lourdeur aussi de la maladie. Cette maladie. C'est l'anticipation, parce qu'en fait, il y a beaucoup de rumination chez ces personnes-là, parce que elles vont faire le deuil de ce qu'elles ne peuvent plus faire, et parce qu'elles sont conscientes. Oui. Et oui, elles sont conscientes. Donc, et encore, il y en a qui, par exemple, tremblent des mains, mais ne tremblent pas encore des pieds. Des pieds, oui. Mais quand les pieds commencent à trembler, c'est là que le problème se pose, parce que les pieds, c'est vraiment l'équilibre de la personne. Il ne peut pas se mettre debout, il ne peut pas marcher. C'est ça, et ensuite, la personne sait qu'elle ne va pas pouvoir marcher comme il faut, qu'elle ne pourra pas se mettre debout. Donc finalement, Parkinson... Mais croyez-moi, lorsqu'on fait, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque c'est le diagnostic qui est fait précocement, il y a des traitements aujourd'hui qui freinent l'évolution de la maladie. Sinon, vous parlez tout à l'heure de l'accompagnement psychologique. Il est indispensable pour toutes les maladies, pas seulement dans le Parkinson, ouais. Pour toutes les maladies, il est primordial aujourd'hui, il est capital. Les maladies lourdes surtout. Les maladies lourdes. Quand on parle de cancer, quand on parle de... Parce qu'il y a la dépression qui s'installe quand on est, vous imaginez, quand on est incapable de faire quoi que ce soit, on devient dépressif en fait. Est-ce que vous avez déjà reçu des cas de Parkinson, Ledmia? Non, mais plutôt Alzheimer, mais précoce, ou alors l'entourage de personnes qui ont l'Alzheimer ou l'entourage de personnes qui ont les Parkinson. Qui sont dépassées, qui se sentent souffrent beaucoup. dépassées. Et les aidants, ce qu'on appelle les aidants. Parce qu'on pense beaucoup aux malades, mais on oublie de penser aussi à son entourage. C'est ça. Et donc là aussi, eux ont besoin de soutien. Très bien. L'Alzheimer est une autre maladie lourde. Vous en parlerez. Oui, au moment prochainement. Et c'est une maladie traitée par deux spécialités, la neurologie et la psychiatrie. Très bien. On écoute votre troisième, enfin le même intervenant qui cette fois-ci nous donne une bonne nouvelle. De votre nouvelle. Non, en fait, c'est au niveau du service de chirurgie, neurochirurgie. On a rencontré donc le premier malade. Il s'agit de Mohamed, il a 60 ans. Alors, c'est un médecin. Alors, il a un cabinet. Il a arrêté de travailler. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas. Il était atteint de Parkinson. Il tremblait. Il avait de la lourdeur. Il ne pouvait pas se déplacer normalement. Et c'était très gênant, en fait. Il est même parti à l'étranger. On lui a proposé des sommes faramineuses. Le monsieur, donc, a eu la chance de partir à Blida. Il a été opéré. Aujourd'hui, vous allez le voir. Il est content. Il est très content. Il est soulagé. Des résultats spectaculaires. Très bien. Donc, on regarde ce bel exemple. Il a opéré hier. Il va s'améliorer encore plus quand on va déclencher l'appareil dans une dizaine de jours. Donc, c'est une chirurgie très très spécifique, ce qu'on appelle la neurochirurgie fonctionnelle, qui est très très précise au millimètre près, où on stimule un noyau dans le cerveau, en profondeur du cerveau, et cette stimulation électrique, elle permet aux patients de reprendre leur vie normale, parce que c'est une maladie handicapante. C'est des malades qui ont une rigidité, qui ont des tremblements. Donc c'est vraiment handicapant. C'est le premier malade que nous avons opéré hier. Nous avons donc dans la série une dizaine de patients. Nous avons opéré un deuxième aujourd'hui. Dr Benno Mohamed, âgé de 61 ans. J'avais un état handicapant, grosso modo. C'est-à-dire la lourdeur au bout des jambes, la démarche, je tremble. C'est pour ça qu'on a pensé d'être opéré. Ça fait 2 ans. Je suis parti même en France. Proposer la stimulation assez continue. J'ai pris contact avec le professeur Grial, et puis avec le professeur Teba. Et j'ai pu accepter.
Voilà, donc ça donne de l'espoir pour les autres aussi qui souhaiteraient se faire opérer tout comme lui. Oui, on a aujourd'hui plusieurs services. Aujourd'hui, en fait, le service qui opère le plus, c'est celui de Blida. C'est celui de Blida. Sinon, il y a Mustapha, il y a Cherchel, Cherchel aussi. Là où il y a d'excellents chirurgiens. Neurochirurgiens en fait. Et les pouvoirs publics aujourd'hui ont acheté les kits stimulateurs. C'est l'essentiel. Et en fait, ils coûtent excessivement cher. Aujourd'hui, les experts demandent plus, ils veulent plus parce que la demande est très forte en fait. La liste est longue. Beaucoup veulent bénéficier de cette chirurgie en fait qui leur permettra de reprendre une vie normale. Ça permet de reprendre une vie normale. Et Mohamed, qu'on vient de regarder, en fait, il a, parce que je suis resté en contact avec lui, en fait, il mène une vie normale aujourd'hui. Il a même repris son cabinet. Travail. Oui. Eh bien, on souhaite que ça se généralise et qu'il y ait plus de personnes guéries de Parkinson. C'est pour cela qu'on insiste sur le dépistage précoce, le diagnostic. Quand un malade, quand une personne remarque en fait la lourdeur ou un tremblement ou une perte d'équilibre, la fatigue, il y a même des problèmes digestifs comme symptômes, l'état dépressif. Ouais. Il faut consulter. Consulter, et à ce moment-là, s'il y a un problème, c'est le neurologue qui vous le dira, et puis il y aura un suivi, et la médecine évolue aujourd'hui, les traitements sont là. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite, voilà. Vous êtes d'accord, hein, Ludmilla? Oui, tout à fait. Et puis quand vous dites qu'il faut écouter les signes, là c'est important parce que le corps, c'est ce qu'il envoie. Il envoie des signaux d'alarme et c'est important d'être à l'écoute. De son corps. Oui, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Tout ce que vous dites, voilà, on y revient à chaque fois à ce que vous nous dites. Il faut savoir écouter son corps, il faut savoir écouter sa tête, n'est-ce pas? Oui, c'est très important en fait. Vous savez, généralement, les gens quand ils ont de la fatigue, surtout la fatigue chronique, la fatigue qui revient à chaque fois, il ne faut pas se dire, voilà, je vais faire une sieste et puis je récupère. Ou si vous avez des maux de tête ou un problème digestif, vous prenez un traitement comme ça, de l'automédication et puis c'est tout. Non, il faut aller consulter, c'est important. Consulter. C'est exactement comme le sommeil. Bon, là, on passe du Parkinson au sommeil, parce que même les Parkinsoniens, ils ne dorment pas très très bien le soir. Hein. Ça, je peux vous le dire. Ils ont du mal à dormir. Donc, voilà, on espère vraiment que... Nous, on souhaite que tout le monde guérisse, que ce soit Parkinson ou d'autres maladies. Mais c'est une maladie sur laquelle on reviendra, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et vous êtes là tout au long de l'année, Hassan Chmesh, pour nous donner, je l'espère, de bonnes nouvelles. Avec plaisir. Voilà. Alors, on continue cette fois-ci toujours avec notre... psy, puisque c'est l'œil du psy tout de suite. Et c'est ce que je disais, c'est exactement comme le sommeil. Il ne faut pas se dire, oui, je vais dormir et c'est bon, je dormirai tout à l'heure, je dormirai plus tard, hein, et je vais récupérer. Allez, je vais veiller, et puis je vais dormir juste un peu et je vais récupérer. Non, en fait, ce qui est perdu n'est pas vraiment récupéré. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir une dette de sommeil qui ne sera pas récupérable. Même quand on pense faire des siestes, alors là aussi, les siestes par exemple, c'est déjà moins de 30 minutes. Ouais. C'est entre 15-20 minutes. C'est ça la sieste. Ça, moi, j'avais lu une fois un article, ça remonte à longtemps d'ailleurs, parce que je faisais des siestes qui duraient 1 heure et même plus, c'était plus des siestes. Et il paraît que l'excellente sieste, c'est-à-dire la véritable, c'est 12 minutes chrono. D'accord. C'est 12 minutes et si on dort ces 12 minutes, mais vraiment on dort, hein, c'est pas on se retourne. Si on arrive à dormir 12 minutes l'après-midi, on a bien récupéré. Oui, c'est un sommeil réparateur. En tout cas, pas au-delà de 20 minutes. Voilà. Sinon, on va tout décaler notre biologie interne et ça, c'est pas bon du tout. Très bien. Alors, vous aurez compris, parce qu'on est passé tout de suite à l'œil du psy, la chronique. Donc, il est question aujourd'hui dans cette chronique de sommeil, n'est-ce pas? C'est ça. Pourquoi vous avez choisi le sommeil? Parce qu'en fait, j'avais décidé ce mois de janvier de parler de piliers de la santé mentale sur lesquels on peut agir.
Donc, on parlait de bonnes résolutions la semaine dernière. Oui. Pour vous, c'était boire beaucoup plus d'eau. Par exemple, mais le sommeil aussi. On parlera aussi de la nourriture et de l'activité physique. Voilà, ce sont les piliers que je vais aborder ce mois de janvier, puisqu'en général, voilà, il y a une dynamique de début d'année. Ouais. Et c'est bien... et ça se complète finalement. Tout est lié. Tout est totalement lié. Et ce qu'on fait là, ben, ça s'appelle la psychoéducation, en fait. Parce que la psychologie, elle passe par de l'éducation sur des choses du quotidien, sur le fonctionnement de notre corps et de notre cerveau. Et je n'arrêterai pas de vous dire que les deux sont totalement liés. Très bien. Alors, le sommeil. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le sommeil? Et finalement, c'est quoi le sommeil, son rôle dans notre vie? Il est tellement important. Il a un rôle essentiel dans notre vie. Là, je vais plutôt axer sur la santé mentale, évidemment, parce que c'est plutôt mon domaine. Et les études montrent que, c'est-à-dire que l'importante n'est pas uniquement la durée du sommeil, parce que très souvent, on dit, voilà, c'est pas grave si je me couche à 3 heures du matin, le lendemain, je vais me réveiller à midi. C'est pas forcément des sommeils réparateurs. Donc il y a la durée et il y a la qualité. Et c'est important de faire la distinction entre les deux. Bon, la durée, c'est clair, c'est combien de temps on va dormir. En général, 7 à 9 heures, c'est très bien. La qualité de sommeil, c'est par exemple, est-ce qu'on va dormir rapidement? Est-ce qu'il va y avoir des réveils nocturnes? Est-ce que le sommeil va être réparateur? Est-ce que le sommeil paradoxal va durer longtemps? Le sommeil paradoxal, c'est ce moment-là qui est c'est la phase la plus importante du sommeil. C'est là où on va quelque part digérer les émotions de la journée. C'est là où on va traiter les souvenirs, les informations, tout ce qu'on aura appris. C'est pour ça, par exemple, les jeunes ou les ados qui révisent les examens, s'ils font l'impasse sur cette partie-là de leur sommeil, ben, ils ne vont pas capitaliser ce qu'ils auront appris dans la journée. Et ça, c'est dommage. Donc, réviser tard le soir, ne pas s'accorder ces moments vraiment de sommeil profond. Oui, mais non, là, je ne suis pas d'accord avec vous, notre psy, parce que moi-même, quand j'étais étudiante, je révisais tout le temps le soir. Et parce que j'arrivais pas à la journée, rien ne rentrait dedans. Par contre, le soir, oui. Alors, il y en a qui ont cette facilité à bien réviser le soir et il y en a plutôt qui choisissent le matin. Là, c'est autre chose. Là, c'est un autre sujet. C'est plutôt... C'est la période des examens. En fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a des personnes qui sont, et ça, c'est génétique, hein, plutôt du matin, donc plutôt en forme le matin et qui arrivent à se concentrer à travailler le matin, et d'autres plutôt le soir. Et par exemple, ces personnes-là qui sont plutôt éveillées le matin, ben, elles doivent se coucher plus tôt. Si ces personnes-là qui sont du matin, quoi qu'il arrive, elles se réveillent à 7 heures, et si elles se sont couchées à 4 heures du matin, je peux vous dire qu'elles ne vont pas être performantes. Voilà, j'espère que Siham, à la fin de notre script, est à l'écoute, elle qui se réveille comme un coq le matin. Donc il faut qu'elle dorme, par exemple Siham ou d'autres comme Siham, il faut qu'elle dorme tôt le soir. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de respecter son rythme biologique interne. Est-ce que vous avez entendu parler de ce phénomène qui s'appelle le jet lag social? Moi, pas du tout. Pour être honnête. On connaît le jet lag, c'est-à-dire le décalage horaire quand on fait des voyages où il y a décalage horaire, mais le jet lag social, c'est ce décalage entre notre chronologie interne et notre vie, on va dire, de tous les jours, sociale, c'est-à-dire les obligations de devoir se réveiller tôt le matin, d'aller travailler, d'aller à l'école pour les enfants. C'est un petit peu violent quand même pour des enfants, par exemple, de les réveiller à 5 heures ou 6 heures du matin. Ce n'est pas leur rythme naturel. Donc là, on vient bousculer le rythme naturel et ça peut créer des déséquilibres, surtout si c'est décalé, si on se couche tard. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dormir tôt. C'est ça. Et il faut connaître son mode de fonctionnement. Par exemple, si vous savez que vous êtes plutôt du soir, et donc vous dites, moi, le matin, je ne peux pas me concentrer, s'il y a la possibilité de décaler, de se lever un peu plus tard le matin, là vous respectez votre rythme biologique. D'accord. Et la conséquence de ça, pourquoi? On parle de santé mentale parce que ça joue sur l'anxiété, sur le stress. Par exemple, les hormones, on va dire, du stress, le cortisol, va être beaucoup plus sécrété chez les personnes qui sont en déficit de sommeil. Donc on va être moins résistant au stress.
On va être beaucoup plus irritable parce que... Sur les nerfs. Et oui, sur les nerfs, parce que les émotions ne vont pas être bien, on va dire, traitées, ou même la sérotonine, qui est l'hormone, on va dire, qui régule l'humeur, elle va être en déficit à cause du manque de sommeil. Ouais, c'est pour ça que le sommeil, c'est ça. Ça pèse lourd sur notre vie, hein. C'est très très important. Tout à fait. Donc, il faut faire attention. Oui. Voilà, et aujourd'hui, avec donc ce nouveau mode de vie des écrans, les séries, télé, donc les personnes décalent. On va y revenir dans quelques instants. On reste sur ça, hein, les écrans et tout. Retenez bien ça, c'est très important. Mais nous sommes toujours en direct sur Canal Algérie dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Alors aujourd'hui, vous le savez, nous sommes lundi. Nous avons commencé donc avec Hassan Chemach et sa chronique de santé, votre santé. On a parlé du Parkinson et là, on est avec Ledmia Mbarak, l'œil du psy. C'est sa chronique. Il est question du sommeil. Elle a tellement d'informations à nous donner qu'elle voilà, elle ne sait pas si on a oublié ou pas. Elle veut tout dire. On pourra faire deuxième partie, hein, parce qu'il y a tellement de choses aussi à dire sur le sommeil. Mais on s'était arrêté déjà pour rectifier, pour revenir, avant de parler des écrans, revenir, complémenter un petit peu, compléter plutôt votre information tout à l'heure. J'avais dit les examens, ceux qui révisent la nuit. Et hors antenne, vous m'avez dit si c'est périodique, c'est pas un problème. Oui, c'est pas quelque chose de chronique, ça s'installe pas forcément dans le temps. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Voilà, mais il n'empêche que ça peut toucher la mémoire. Parce que la nuit, donc ce sommeil paradoxal dont je parlais, va permettre au cerveau de stocker l'information, de trier, d'organiser tout ce qu'on a appris. Et si on n'a pas cette phase-là, si elle n'est pas, on va dire, de bonne qualité, tout ce qu'on aura révisé, on va oublier la moitié. On aura le syndrome de la feuille blanche. La feuille blanche, tout à fait. Donc la mémoire, elle est énormément touchée par le manque de sommeil. Et pas uniquement, la concentration aussi. Sur la route. Oui. Si on conduit. Oui, tout à fait. D'ailleurs, puisque vous traitez aussi la prévention routière, on en a parlé une fois dans une émission, le manque de sommeil altère énormément. Ah oui, c'est parmi les causes justement de la somnolence au volant. C'est parmi les causes des accidents de la route aussi. Parce que ça atteint l'attention et aussi la prise de décision. Et études à l'appui, voilà, les décisions qu'on prend quand on manque de sommeil ne sont pas toujours forcément les bonnes. D'ailleurs, d'où le dicton « la nuit porte conseil ». Pourquoi on dit ça? Ça ne vient pas de nulle part. C'est parce que vraiment, vous voyez, quand on a une bonne nuit de sommeil, le matin, les idées sont plus claires. Il y a moins de brouillard mental. C'est vrai. Donc il faut bien dormir, il faut bien faire ses heures de sommeil. Oui, mais malheureusement, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, avec les séries télé, les écrans à la demande, les écrans, les téléphones, les smartphones, tout. C'est ça, là, ça entrave beaucoup. D'ailleurs, ça décale. On a décalé d'1h30, je crois, notre temps de sommeil par rapport à il y a des années. Donc, à cause de ça. À cause de ça. Et qu'est-ce qui se passe avec les écrans? Il y a cette fameuse lumière bleue. Qui est très mauvaise. Qui est très mauvaise. Pour les yeux. Parce qu'en fait, le message qui va être envoyé au cerveau, ça va envoyer un message... Et l'hormone du sommeil, donc la mélatonine, va être perturbée, voire inhibée. Donc c'est comme si dans notre cerveau, on va penser qu'il fait encore jour. Donc tout va être décalé. Et on aura envie de dormir comme ça, voilà. Exactement, on aura envie de dormir comme ça. Que de dormir. Tout à fait. Et si on est au travail, on a envie de dormir. Si on est sur la route, c'est encore pire parce qu'on conduit, donc on a envie de dormir. Vous avez dit les idées ne seront pas claires pour prendre les bonnes décisions. C'est ça. On sera peut fatigué jusqu'à la dépression comme ça. D'ailleurs, c'est un cercle vicieux parce que les troubles de sommeil sont un des symptômes de la dépression. Et dans le même temps, les personnes qui manquent de sommeil de manière chronique peuvent, à cause de ça, arriver à une dépression. Donc, vous voyez, les deux s'alimentent. Et puis, il y en a qui ne dorment pas et qui se disent « Ah si, j'ai une solution miracle, c'est le café. Je vais prendre une tasse de café ou une tasse de thé et je vais... Et ça, c'est les mécanismes de compensation qui, encore une fois, fonctionnent un temps, mais si c'est dans la durée, c'est pas bon pour le cœur. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et là, j'ai parlé des
des symptômes sur la santé mentale. Je vous passe sur la santé physique, les problèmes cardiovasculaires, l'obésité. Le manque de sommeil chronique aggrave de 33% l'obésité, augmente, c'est-à-dire peut augmenter de 33% l'obésité. Ah, ça je l'ignorais. Eh oui. D'accord. Eh oui. Ah ben, Donc, c'est bon à savoir, hein, comme ça on fera tous plus attention à notre sommeil. Et pour dire un mot, parce que c'est important ce sommeil paradoxal, je vous ai dit que c'était le moment où on digérait les émotions difficiles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la mission de prévention routière, j'avais parlé d'une technique qui s'appelle le MDR, donc de traitement des psychotraumas. Et cette technique-là, eh ben, elle est inspirée de ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal. Quand on dort à ce moment-là, on a nos yeux qui bougent de droite à gauche, on ne s'en rend pas compte. C'est inconscient. Et bien ça, on le fait sur des épisodes traumatiques, des souvenirs qu'on a envie de traiter. D'accord. Voilà. Donc vous voyez à quel point ce qui se passe dans la nuit est important. Et ne pensez pas que c'est passif. Le corps, lui, il est plutôt passif, il ne bouge pas, mais là, dans la tête, ça travaille. Ça travaille ça énormément. Bouge et ça travaille. Oui. Très bien. Donc, conseil, quoi faire? Quoi faire? Alors, l'idéal, ça serait d'avoir un rythme assez régulier de coucher et de réveil, y compris le week-end. Par exemple, les personnes qui se lèvent très tôt le matin, la semaine, mais qui se lèvent très tard le week-end, c'est pas bon. Ah, parce que non, mais on se dit en général, bon, c'est le week-end, on va se reposer, on va faire notre grasse matinée. Tout à fait. Il ne faut pas qu'il y ait un énorme décalage. Il faut qu'il y ait quand même une espèce de régularité. Si on se réveille d'habitude à 7 h, il faut se réveiller quoi, à 8 h? C'est ça. Rajoute une heure. Une heure et demie, mais pas à midi, quoi, en tout cas. Voilà. Ça, c'est important. Ensuite, pour une meilleure qualité de sommeil, la chambre doit être fraîche, pas le chauffage à fond. Et oui, les écrans, idéalement, une heure avant, on éteint, on met de côté. Même, par exemple, se stimuler avec des séries ou un film stressant, ou même quelque chose qui nous fait réfléchir, ça maintient en éveil. Oui, mais je rigole parce que vous êtes en train de dire des choses. Par exemple, quand vous me dites les chambres doivent être fraîches, un petit peu pas trop chaudes. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir si elles ne dorment pas dans des pièces qui sont chauffées. Et quand vous dites, alors là, les écrans, il faut qu'ils soient éteints. Aujourd'hui, on voit presque tout le monde, pour ne pas dire tout le monde, avec leur smartphone. C'est leur smartphone qui les font dormir. Ils se disent, moi, si je ne regarde pas la télé ou si je ne regarde pas mon téléphone, je ne peux pas dormir. Donc à ces personnes-là, qu'est-ce que vous avez à leur dire? À la limite, écoutez quelque chose, mais ne regardez pas, parce que c'est vraiment cette lumière bleue qui va empêcher la sécrétion de la mélatonine, déjà. Voilà. Écoutez quelque chose qui va relaxer. Il y a plein de vidéos, il y a plein de choses maintenant, on peut trouver gratuitement, qui peuvent détendre. Qui peuvent, voilà, faire de la relaxation, des choses comme ça, de la méditation. Vous dormez à quelle heure le demi-heure? Oh, ça dépend. Ça dépend, mais en général, je tombe KO. Par contre, je peux avoir des réveils nocturnes. Il y a aussi l'âge, c'est-à-dire plus on prend de l'âge, moins on dort. Plus on se réveille tôt, donc plus il faut se coucher un peu plus tôt. Et aussi, on parlera un jour de la ménopause. Mais les femmes qui sont en péri ou en préménopause ou en ménopause, elles ont les réveils de 4h, 5h du matin. D'accord. Et oui, là aussi, ce sont les hormones. Donc, il y a tout un tas de choses qui empêchent aussi le sommeil. Hein, le bruxisme, l'apnée du sommeil. Peut-être que la Hassan pourra faire un de ces quatre un sujet là-dessus. L'apnée du sommeil. Suivez mon regard. Mais le téléspectateur, il ne peut pas regarder qui je regarde moi. Mais tu devrais... Voilà, la consulter et Hassan aussi en parlera de l'apnée du sommeil, c'est un sujet très très important, n'est-ce pas? Si j'ai un conseil à donner, encore une fois, je vais insister sur écouter les signaux que vous envoie votre corps dans la journée. S'il y a de la somnolence, si vous vous réveillez le matin épuisé après avoir dormi, c'est que c'est pas normal. Non, il y a quelque chose qui va pas. Il faut consulter. À ce moment-là, soit il faut consulter, soit si vous voyez que vous buvez du café à 6 h du soir, bon bah à un moment il faut arrêter. Diminuer. Voilà. Il faut savoir gérer. Avant 13 h, voilà. À un moment, il faut prendre la responsabilité de son bien-être. Il y a des choses qui dépendent de nous et c'est bien de faire ce qu'il y a à faire. Très bien. Ben, merci beaucoup. Oui, puisque ça parle du sommeil, j'aimerais en fait lancer un message aux usagers de la route, surtout les chauffeurs de taxi et les routiers. Dormez bien.
Faites attention. Aujourd'hui, la protection civile tire la sonnette d'alarme parce que en fait, c'est un facteur. C'est Oui, un facteur la très fréquent. somnolence, oui, La somnolence ça fait volant. partie on dit souvent que c'est le comportement humain, n'est-ce Oui, pas? C'est comportement la humain. vitesse, mais la somnolence aussi vient juste après. Surtout les chauffeurs de taxi et les routiers, ils passent plus de temps Facteur sur aussi. nos routes. Très bien, eh ben, le message est passé. Merci beaucoup, Ledmia Mbarak. Merci, C'était Lina. un sujet très intéressant, comme chaque semaine d'ailleurs. On en parlera encore la semaine prochaine, enfin d'un autre sujet, bien Oui. évidemment, dans la continuité, Dans la comme vous l'avez dit. continuité. n'est-ce Soit pas l'activité physique ou l'alimentation. Ce sera l'un ou J'aime bien l'autre. l'alimentation. Allez, allons-y pour L'alimentation. l'alimentation. Comment doit-on manger? Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est pas tant comment doit-on Quand manger, mais c'est le lien entre ce qu'on mange et notre santé mentale. Ouais. D'accord. Donc tout est en rapport avec l'œil du psy, dans l'œil du psy, avec notre santé mentale. Et la santé mentale, finalement, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce qu'après, tout le reste suit, n'est-ce Oui, pas? tout est lié. Tout est lié. Merci beaucoup, Hassan Chemmesh. Merci, Ledmia Mbarak. Merci. Et on se retrouve donc lundi prochain avec vos chroniques Avec plaisir. respectives. Allez, tout de suite, je vous propose une petite pause musicale avec un excellent groupe qui lui fait fureur depuis quand même, on va dire 4-5 ans. Il s'agit du groupe Tiku Bewin de Taman Rasset. On y va.
Le groupe Ed Day, c'est vrai que c'est une chanson qui a bien marché et qui est beaucoup reprise dans des covers. Il paraît que notre artiste, par exemple, lui a fait un arrangement, une nouvelle version. Ben, on l'écoutera un jour, mais il ne l'a pas ramené aujourd'hui avec lui. Il s'agit bien sûr de Mohamed Idir. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Surtout. Ça va? Ça va, merci. Quel plaisir de te retrouver, Idir. Plaisir partagé. Ça va? Parce qu'en général, je reçois beaucoup d'artistes qui sont des fois musiciens, des fois non, mais qui sont chanteurs. Et puis, des fois, j'aime bien recevoir comme ça des musiciens, parce que serait l'artiste chanteur sans le musicien, n'est-ce pas? C'est le musicien qui accompagne, c'est le musicien aussi qui arrange souvent, c'est le musicien qui compose. Et donc, il faut aussi donner l'importance à tous ces musiciens qu'on a. Et fort heureusement, ils sont nombreux chez nous en Algérie à créer, à arranger, à produire. Et Idir en fait partie, lui qui a accompagné beaucoup d'artistes. Et surtout, il a composé et arrangé pour beaucoup d'artistes, femmes et hommes également, n'est-ce pas? Exactement. Et qui est très modeste. Alors lui, c'est la modestie personnifiée, en personne. Mais c'est le peu que je connais musicalement, je l'applique. Je l'applique et j'essaie d'exploiter au maximum, mais voilà. Mais moi, ce que j'aime bien dans Idir, c'est le son de ta guitare. Bon, c'est vrai que la guitare, elle a un son. Mais après, c'est pas tout le monde qui peut lui donner ce son-là. Et toi, tu as je sais pas, ce don, pour moi, c'est un don de la faire parler d'une manière très spéciale. Moi, j'adore le son que toi, tu joues. Déjà, cette guitare-là, ça fait 26 ans. 26 ans qu'elle est chez moi, ouais. ما طارولهاش الخيوط ولا non? Mais tu gardes la guitare. Oui, parce qu'elle a réellement un son un peu particulier par rapport à... Tu en as combien de guitares? Oh, j'en ai au moins 5. 5? Mais ouais. C'est ta préférée, ça reste ta préférée. Ouais. C'est ton meilleur ami, c'est ta meilleure amie, ta guitare? Le tout, oui. Très bien. Total. Mais Idir, il fait quoi en fait? Il compose, il est à l'aise dans quoi? Dans la composition, dans l'accompagnement, dans l'orchestration, dans quoi tu es le plus à l'aise? Un peu de tout. Genre, la composition, généralement, c'est selon l'inspiration. Selon le moment et tout. Oui. C'est pas tout le temps que j'inspire. Et bon, l'accompagnement, j'adore accompagner. Oui, tu as accompagné beaucoup d'artistes. Hein? Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a tellement. Oui, il y en a tellement. Voilà. Et surtout, j'aime bien partager la scène avec d'autres musiciens. Oui. Et tu nous fais même découvrir des nouveaux musiciens, des nouveaux artistes. Voilà, parce que j'adore au fait dénicher un peu des nouvelles voix. On se rappelle de moi, je crois que c'est l'un de mes plus beaux, si ce n'est le plus beau souvenir dans cette émission Souriez, vous êtes sur Canal. C'était le moment que tu avais partagé ici, sur cette petite scène qu'on a, avec Elissar. Exact, ouais. C'était juste incroyable et magnifique. Ouais, j'espère qu'un jour je vous recevrai encore tous les deux, parce qu'elle en ce moment elle n'est pas à Alger, mais Alger, c'était waouh, que ce soit le son de ta guitare ou la voix de Elissar. Ouais, c'est... Au fait, il y a des voix comme ça qui sont cachées. Elles sont timides pour se montrer. Surtout maintenant avec tous les réseaux sociaux qui existent et tout. Oui. Genre ils sont là derrière leur téléphone. Elles essayent de faire des choses, voilà. C'est ça, mais c'est pas forcément... Il leur faut un coup de pouce. Quoi. Exactement. C'est voilà. Comme Ludmilla aussi. Ludmilla aussi. Avec qui tu travailles en ce moment, une jeune artiste qui a beaucoup de talent. Exactement. Elle est, au fait, on avait fait une scène ensemble avec un artiste kabyle. Elles étaient 3 choristes. Oui. Et du coup, elle m'a interpellé. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose avec elle. Et tellement, elle est toujours avec la chorale, elle est derrière, on ne peut pas l'écouter toute seule. Donc tu l'as sortie un petit peu, tu l'as mise en lumière. Voilà. Je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose avec elle et voilà. Et d'ailleurs, elle devait venir, mais bon, elle a un examen, donc on la salue, c'est pas grave, vous reviendrez. De toute façon, toi, tu es toujours le bienvenu, tu es chez toi, Mohamed Idir. Et justement, puisque tu es là, avant de t'écouter avec le son, bien sûr, de ta guitare, on va tout de suite, je vous propose la chronique Nostalgie, si le jingle est prêt, et on parlera juste après le jingle de l'artiste qu'on va vous présenter. Mais tout de suite, jingle.
Et dans la chronique nostalgie, bon, vous l'aurez compris, c'est vraiment de la nostalgie qu'on vous propose, que ce soit le titre, enfin un extrait d'un film, d'un feuilleton, d'une pièce théâtrale, un artiste, une chanson. Aujourd'hui, et comme on est au lendemain, bien sûr, de Yinnaïr, il y en a tellement des artistes qu'on aurait pu passer aujourd'hui, mais comme tu t'appelles Idir, eh ben, j'ai choisi Idir. Parce que je sais que c'est un artiste qui t'a beaucoup, beaucoup influencé, musicalement parlant, et qui t'a beaucoup apporté, toi, personnellement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Idir? Déjà, c'est un monument de la chanson kabyle, parmi d'autres, bien sûr. Et il a quelque chose, il a un truc de particulier par rapport aux autres. Oui, c'est vrai. Il transmet, au fait, déjà quand il parle, on dirait que c'est un philosophe. Oui, mais il est, hein, quelque part. Il est quelque part, exactement. Et il arrive à transmettre ça à travers sa guitare et les émotions qu'il dégage à chaque fois. Mais c'est exactement ce que je ressens aussi quand j'écoute le son de ta guitare. Donc finalement, il y a une certaine ressemblance. En tout cas, je sais qu'il t'a beaucoup influencé. Voilà. D'ailleurs, son dernier concert, j'ai été le voir. Et pourtant, il était très malade et tout. Il a dégagé une émotion incroyable. Tout à fait. Et ben, on va se replonger dans un titre qui t'a certainement marqué, comme tout le monde qui ne connaît pas Eve Veinova. On va écouter un petit extrait dans la chronique nostalgie et ensuite on écoutera bien sûr le son de la guitare de notre invité artiste, compositeur, musicien, accompagnateur de grands artistes également, Idir Mohamed. Mais tout de suite on écoute Idir. Allah yarhamou.
Baba. Oh là là, la voix, oh, il va neiger, il va. Donc il a enchaîné, tu as enchaîné subtilement comme ça avec Nova. De Sindo, tu es passé à Nova. Pour toi, c'est facile de le faire. C'est des chansons que j'ai jouées très très longtemps. Très très longtemps. Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer, par exemple, Idir? Oui. C'est 2 ans avant son décès. Son décès, oui. On s'est rencontrés au Palais de la Culture. Ouais. Il y avait un événement. Ouais. Il est venu comme invité d'honneur. On a échangé quelques mots. Tu lui as dit que tu étais fan et que... Oui, bien sûr. Très bien. Il y avait même avec nous Riyad Abdelkane qui nous a présenté tout. Très bien. C'est une belle rencontre alors. Très très belle rencontre, oui. Très bien. Je vous l'avais dit, il est très modeste, Mohamed Idir, mais c'est ça en fait, tu incarnes vraiment le véritable artiste très discret qui travaille et qui nous permet de nous évader à travers le son de ta guitare. Et il faut le voir quand il est sur scène, hein, c'est une autre personne. Il est vraiment complètement habité par sa musique. Alors, par contre, tu t'es essayé à une expérience, c'est la chanson, puisque tu as chanté une fois. Si je dis pas de bêtises. C'est pas une fois, au fait. Ah, tu as chanté plusieurs fois. Pourquoi tu chantes pas alors? J'ai chanté beaucoup. Pourquoi tu chantes plus maintenant? Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas chanté. Oui. Et c'est pas... Bon, il faut vraiment que je travaille pour reprendre un peu. Travaille quoi? La voix? La voix, oui. Surtout la voix. Mais est-ce que... tu as une belle voix quand même, si tu chantes, c'est que tu as une belle voix. Bah oui. J'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans. Ouais. Est-ce que tu as fait une école? Est-ce que tu as fait le conservatoire? Non, l'école c'était la maison, c'était la famille. Des fois on apprend. Parce qu'en fait, je suis issu d'une famille d'artistes. Oui. Mes oncles et tout, c'est de famille. C'est de famille. Au fait, le groupe qu'on a, il date des années 70. D'accord. C'est le groupe Inaslien. C'était l'époque des Abranis. Oui, il y avait beaucoup de groupes. Exactement, Rainara et tout. C'était la vague. La vague des années 70. Des années 70, exactement. Très bien. Et j'ai commencé à chanter dès que je commençais à connaître ce que c'est. Et ensuite, tu as décidé de laisser la chanson et de te consacrer à la musique? Au fait, j'ai arrêté en 93. Oui. C'était par rapport à la conjoncture. Oui, tu n'as plus chanté. Et là, tu veux reprendre à chanter ou revenir à la chanson? J'ai fait dernièrement une chanson en hommage à mon fils. C'est ça. Eh bien, ça tombe très bien. On attend, on ne peut pas voir le clip, on n'a pas le temps, mais on va écouter un extrait de la chanson, si tu veux bien. Bien sûr. Parce que je trouve l'histoire déjà de la chanson, elle est magnifique. C'est une histoire vraie. Hein. Finalement, tu t'es inspiré de la plus belle personne au monde. L'une des plus belles personnes au monde pour toi, c'est ton fils. Exactement. On écoute un extrait du... Elle s'appelle comment? Tu lui as donné le titre? Un titre? Ammi. Ammi. Mon fils. Ouais. Très bien. Et ça, c'est sa voix. La régie, venez. Mais elle est magnifique. Franchement, tu as une belle voix, Mohamed Idir. Pourquoi tu chantes pas? Ou même
Il y a un petit, bon, après les téléspectateurs, ils vont dire peut-être oui, elle exagère, oh, Bada, il s'appelle Idir, il chante comme Idir. Mais non, tu as un petit quelque chose de Idir. C'est-à-dire même dans l'interprétation, dans la façon. Oui, parce que j'ai chanté beaucoup Idir. Voilà, c'est ça. Mais du coup, Je trouve que pour moi, tu es un interprète. Tu n'es pas un chanteur. Parce qu'il y a un chanteur ou qu'il y a un interprète. Chanteur, ça peut être quelqu'un qui a une belle voix, qui a la Céline Dion ou je ne sais pas. Ou la bien sûr, Tana Warda Jazairiya, n'est-ce pas? Elle est l'interprète, elle a la belle voix. Mais toi, c'est l'interprétation. C'est-à-dire, des fois, on a besoin d'écouter l'interprète et non pas le chanteur. Donc, il faut rester dans ce style. Ben, en fait, c'est mon objectif maintenant. C'est mon projet de 2025. 2025. Ta résolution 2025. Exactement. Chanter et jouer. Et faire des concerts Idir. Exactement. Mohamed Idir. D'ici l'été, Inch'Allah, ça va être ça. Inch'Allah. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je te souhaite. J'aimerais te voir sur scène avec ton orchestre et toi, comme chanteur. Inch'Allah, avec plaisir. Hein? En tout cas, c'est une très très belle chanson que tu as dédiée à ton fils. Oui, en fait, d'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré. Il était juste à côté, j'avais la guitare entre mes mains. Il a fait un geste et j'ai commencé à jouer cet air-là. Je l'ai enregistré sur le téléphone. Et j'ai commencé à travailler dessus. Voilà. D'accord, mais pourquoi ton fils? Pourquoi avoir choisi d'écrire pour ton fils? Parce que après 10 ans de mariage, tu as eu j'ai eu mon unique enfant. Oh là là, c'est beau ça. Et là, j'ai raconté tous les passages. Les étapes par lesquelles vous êtes passés, toi et madame. Voilà. Oh, c'est magnifique. Et vous avez la chance, les artistes. C'est pour ça que des fois, je suis jalouse, je vous envie. Parce que vous, les artistes, vous avez l'occasion de faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, quand vous n'êtes pas bien, vous pouvez écrire, composer, faire sortir. Quand vous êtes bien aussi, vous pouvez. وحنا واش نديروا؟ حنا نسمعوكم، نستناو شكون راح يغني أغنية اللي تجي علينا حنايا ونسمعوها. Ce qui est bien, en fait, même le texte, c'est une amie qui me l'a écrit. D'accord. Et au fait, quand on écoute la chanson, il y a beaucoup de cas qui ont le même problème. Au fait, ils peuvent se voir. D'accord. Genre, il n'est pas destiné uniquement à moi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on se reconnaît dans votre musique. Chacun se reconnaît dans le texte ou dans une musique d'un artiste. C'est ça. Et ça, vous êtes en train, en fait, de chanter un sujet que beaucoup ont vécu. Vous n'êtes pas le seul, il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Ou bien sûr, d'avoir des enfants. Ça, c'est comme on dit, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est avoir un enfant. Et ça, on le souhaite à tout le monde. Et il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans votre histoire. Exactement. J'ai une collègue, elle a passé par cette étape aussi. Et le jour où je lui ai fait écouter ça, elle pleurait. Elle pleurait. Ouais, c'est... Très bien. Et ben en tout cas, c'est un bon début. On va dire, c'est un bon retour de Idir Mohamed le chanteur et non pas le compositeur. Là, tu es excellent. Maintenant, il reste la chanson, n'est-ce pas? Oui, ça sera... Très bien. Un petit chouïa de encore Idir. Hein? Encore Idir. Allez, avant la ferme, il nous reste 2 minutes. Donc arrange-toi à nous faire ça en 1 minute, ça te va? Oui. Un petit quelque chose?
Merci à vous. Merci, c'était franchement très émouvant, super. Je te souhaite une très très belle carrière. Enfin, tu as déjà une carrière, mais une carrière solo. Et j'insiste, je serai la première assise au premier rang pour venir t'applaudir. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci pour l'invitation et merci à toute l'équipe de Canal Algérie. Tu es le bienvenu et tu reviens quand tu veux. Merci de partager avec nous toute cette belle émotion. Avec plaisir. Voilà, tu es un artiste exceptionnel et je tenais vraiment à t'avoir. Voilà, c'est la fin de l'émission. On l'a fini en beauté, bien sûr, avec notre artiste Mohamed Idir, à qui on souhaite une très très belle carrière solo. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Siham Marafa qui était au script, Anna, Amal Ben Batouche à la réalisation, toute l'équipe du studio numéro 7 et de la régie numéro 7. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Et d'ici là, souriez, vous êtes sur Canal, ne l'oubliez pas. On se quitte avec bien sûr le grand, le seul, l'unique Idir, Allah yarhamou.